Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde autour de l'efficacité énergétique et de la performance des bâtiments via l'exploitation maintenance. On va regarder aujourd'hui un sujet qui nous tient fortement à cœur chez GRDF, c'est d'accompagner nos clients dans la décarbonation, dans la réduction de leur consommation. Là, c'est un préalable à des actions de rénovation, notamment sur la partie thermique, sur la partie de la chaufferie ou de l'hybridation des solutions. Là, on va regarder des actions d'exploitation-maintenance à coût zéro qu'on a mis en place sur une copropriété et dont on va regarder les effets sur la baisse des consommations sur 3 sujets. Le sujet de la consommation de gaz dans un premier temps, le sujet de la consommation de gaz chauffage d'abord, puis la consommation de gaz pour la production d'eau chaude. Et on va également regarder ce que ça donne au niveau de l'électricité de consommation des auxiliaires. Donc de toute l'électricité de la chaufferie. La chaufferie était équipée d'un compteur dédié qui nous a permis de regarder les différentes actions de maintenance et leurs effets. Alors pourquoi c'est super important de le traiter de cette manière-là? On va recommander de bien traiter l'existant, puis de penser à une intervention sur le bâti dans le but de réduire au maximum les consommations, avant de passer au remplacement des équipements techniques. Donc c'est super important parce que le fait d'être en maîtrise via l'exploitation des installations thermiques existantes en chaufferie va permettre d'être en maîtrise des débits, des températures, et donc du coup permet d'avoir une maîtrise parfaite sur l'installation de chaufferie pour ensuite potentiellement pouvoir la complexifier, permettre de décarboner avec le client via l'utilisation d'énergies renouvelables ou de récupération ou de type pompe à chaleur. Voilà. Sachez que cette démarche peut faire l'objet d'accompagnement par GRDF, notamment au niveau de la prise en charge de certains montants d'études pris par les bureaux d'études. Donc je vous invite à vous rapprocher de nous pour en discuter. Globalement, c'est une étude qui se fait au cas le cas selon les projets. Donc on regarde en fonction des différents projets que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous par rapport à ça. Je sais qu'Héloïse a prévu d'en reparler en fin de présentation. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le sujet avec l'intervention du coup de Julien Galli côté Rayonne Ingénierie, qui est le bureau d'études qui est intervenu sur cette étude pour nous. Et Héloïse Post, responsable efficacité énergétique chez GRDF, fera la conclusion de cette table ronde. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Julien Galli, je suis gérant de la société Rayonne Ingénierie. J'ai fondé la société en 2017. J'ai plusieurs clientèles qui partent du bailleur social, collectivités territoriales, locales, mais aussi les syndics et les industriels. Donc j'ai le plaisir de vous présenter la saison 2 de la mission, puisqu'on avait fait la saison 1 il y a un an à peu près, lors de la précédente édition d'Energy Meeting. C'est une mission en fait j'ai le plaisir d'accompagner GRDF pour la partie optimisation de chaufferie, donc il y a près de 2 ans. Les résultats du coup que je vais vous présenter, comme l'a dit Nicolas, vont se concentrer sur 3 indicateurs. Je vais quand même prendre le temps de vous rappeler rapidement la démarche théorique dans les grandes lignes que j'ai mise au point dans le cadre de cette étude. Donc en fait, dans cette étude, donc la démarche qui a été mise en place par mes soins, c'était de créer une base de données d'actions d'économie d'énergie que l'on peut retrouver sur des chaufferies gaz naturel pour les copropriétés. Donc j'ai fait un inventaire qui se base sur des actions, sur la conduite d'installation, sur le paramétrage des installations notamment, mais aussi sur la maintenance. Donc en face de chaque action, j'ai mis en évidence les fourchettes de gains d'économie d'énergie estimées pour chaque action. Donc en fait, ensuite, ce qui va être intéressant pour chaque immeuble et chaque installation qui comporte une installation de chaufferie gaz, c'est de croiser les données des caractéristiques de l'installation avec cette base de données. Donc en fait, ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette méthode, c'est que cette méthode se veut d'être la plus simple possible pour être réalisée par le plus grand nombre d'acteurs, les exploitants, les bureaux d'études, dans le cadre également de visites d'installation. Et de privilégier également ces actions d'économie d'énergie sur des installations qui présentent pas ou peu de dysfonctionnement. C'est ce que moi je préconise dans le cadre de cette approche. Dans le cadre de dysfonctionnement ou d'anomalies majeures, moi je recommande avant tout de se régler ces problèmes de fond pour ensuite traiter les actions d'économie d'énergie de manière plus sereine.
Je vais rappeler donc les 4 principales étapes que j'ai pu mettre en lumière dans le cadre de cette mission. Donc la première étape, en fait, elle consiste à dresser la carte d'identité en récupérant, en ayant un petit peu le rôle d'inspecteur et de récupération d'informations via le syndic, dans le cadre d'une copropriété, en récupérant le nombre d'appartements, la typologie des appartements, via le règlement de copropriété éventuellement, les factures de gaz, les factures d'électricité, les consommations de chaude sanitaire, etc. etc. On a besoin de créer ce socle en fait, pour pouvoir visiter de manière plus sereine les installations et notamment pour la partie maintenance. Dans le cadre de cette récupération d'informations, ce qui peut être intéressant aussi, c'est récupérer le contrat d'entretien, savoir quelle est la nature de l'entretien et quelle est l'ampleur des prestations réalisées pour, sur cette installation. Donc quand on a l'ensemble de ces informations, de mon point de vue, on peut s'immerger de manière plus sereine dans le relevé des installations, notamment en relevant des paramètres standards comme les températures, les pressions, les consommations, les index de compteurs, gaz, eau chaude sanitaire, etc. Mais aussi également des éventuels antécédents de l'installation, un petit peu comme un carnet de santé. On vient récupérer ces informations via le livret de chaufferie. Donc à la fin de cette phase, de mon point de vue, quand la visite est considérée comme étant satisfaisante, on commence à voir normalement certaines actions qui commencent à apparaître, alors une vision des actions à mettre en œuvre que l'on va retrouver dans la base de données de la méthode. Donc cette méthode, en fait, quand on va retourner au bureau, lors de la 3e étape, on va pouvoir sélectionner ces actions d'économie d'énergie dans cette base de données que l'on a mis au point, qui est notamment aussi disponible dans le livre blanc de GRDF. GRDF a mis en place au mois de novembre, c'est ça, je crois. D'accord. Il y en a des exemplaires au stand, n'hésitez pas à passer nous voir pour ça. Voilà. Et du coup, lorsqu'on a identifié ces actions, ce que je préconise, c'est de se rapprocher de l'exploitant, du syndic et du conseil syndical qu'on aura rencontré également lors de la précédente visite, de manière à identifier et mettre en œuvre ces actions d'économie d'énergie in situ, avec du coup le concours de chaque acteur. La 4e étape, en fait, elle consiste juste à suivre les consommations. Donc là, on peut avoir l'appui précieux de GRDF avec des consommations journalières ou des consommations sur notre fréquence qui va nous permettre de mesurer le gain en fonction du poste que l'on souhaite traiter, l'eau chaude sanitaire, le chauffage, l'électricité. En général, tous ces postes sont plus ou moins impactés par les actions d'économie d'énergie. Voilà. Et puis ensuite, le point important auquel la méthode met en évidence, c'est qu'en aucun cas on vient dégrader le confort. D'accord ? On vient optimiser le confort, mais on vient optimiser le confort, mais en optimisant les consommations, en maîtrisant les consommations. Donc on va rentrer en fait là sur la partie un peu plus pragmatique, avec les résultats de la méthode en fait sur un cas pratique, donc ce qui fait que j'appelle cette phase de la saison 2, puisque là du coup on a les retours d'expérience sur plus d'une saison de chauffe et on verra qu'il y aura même une saison 3. Donc je présente rapidement la copropriété. Donc c'est une copropriété qui est située à Arcueil dans le Val-de-Marne. Donc le syndic Clardim, le cabinet Clardim a bien voulu répondre à notre demande pour faire ce field test. Donc c'est le cabinet Clardim qui a retenu une copropriété qu'il a jugée comme étant pertinente pour mettre en œuvre cette application. Donc c'est une copropriété qui regroupe 108 appartements répartis sur 3 bâtiments. Et cette installation est chauffée par une chaufferie qui date de 98 avec 2 chaudières basse température qui alimentent un réseau plancher chauffant pour le chauffage et qui produit de l'eau chaude sanitaire de manière collective. À savoir il y a plus de 10 ans, en 2013-2014, le cabinet Clardim a proposé un projet de rénovation énergétique qui avait pour objet de faire l'isolation par l'extérieur de l'enveloppe et du coup qui a permis, dans le cadre de l'étude, de mesurer un gain d'environ 30% sur post-chauffage. Ça, c'est juste pour information. Le contrat de maintenance de cette chaufferie, c'est un contrat classique type P2, avec des visites mensuelles, etc., le dépannage. Et le syndic nous avait aussi informé, on l'a pu le constater, qu'il avait procédé à l'isolation des réseaux de chauffage et des réseaux de chaude sanitaire. Donc là, je vous présente en fait l'étape 3, en fait, la conclusion de nos visites.
Donc c'est la liste des actions qui se veut d'être le plus exhaustif possible, qui a pu être dressée par mes soins à l'issue de cette visite. D'accord ? Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, l'exploitant a pu réellement mettre en œuvre les actions qui comportent une croix rouge sur la dernière colonne. Donc toutes les actions n'ont pas pu être mises en œuvre par l'exploitant. Bon, très bien. Donc je vais passer maintenant aux résultats. Alors, pour les résultats, nous avons pensé pertinent de relever 3 indicateurs. Premier indicateur, le ratio de consommation de chauffage. Le deuxième indicateur, ce qu'on appelle le petit QSS dans notre profession, qui est le ratio de production d'eau chaude sanitaire. C'est la quantité d'énergie nécessaire pour réchauffer 1 mètre cube d'eau chaude et pour le maintenir dans la boucle. Et la consommation d'énergie électrique. On a la chance sur ce contrat, sur ce bâtiment, cette chaufferie, de comporter, on a un compteur électrique dédié à la chaufferie. Donc ça nous a facilité beaucoup la tâche pour évaluer les gains d'énergie électrique. On en a profité. Et puis ensuite, du coup, le plan de comptage qui nous a permis en fait de baser ces indicateurs, il est assez rudimentaire. On n'a pas ajouté de compteur. On est vraiment sur une mission sans investissement. C'est-à-dire qu'on a utilisé le compteur de gaz chaufferie collective, que l'on retrouve traditionnellement, le compteur d'électricité dédié à la chaufferie, qui était communicant, et le compteur d'eau chaude sanitaire qui était relevé quand je le souhaitais, avec le concours de l'agent de gardiennage, qui était relevé de manière quotidienne si besoin, de manière à vraiment avoir un suivi précis sur des phases que je trouvais importantes d'avoir en termes d'information. Donc premier indicateur, c'est le ratio de consommation de chauffage par DGU. Donc je rappelle, si on se pose la question de ce qu'est un DGU, de manière très basique, un DGU, c'est une donnée qui est communiquée par le caustique. D'accord ? L'acronyme, c'est degré jour unifié. Et en fait, le DGU, ça donne la rigueur hivernale. Plus il y a de DGU dans une saison de chauffe, ou par jour, plus il fait froid. Moins il y en a, plus le climat est doux. Donc, pour cette présentation, en fait, ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la courbe que vous représentez, c'est les 3 saisons de chauffe, 2021-2022 à gauche, 2022-2023 au milieu, en orange, et 2023-2024 en bleu. Donc les courbes se suivent puisque c'est pour un besoin de présentation. En fait, cette courbe représente le ratio quotidien moyenné de consommation de chauffage par DGU. Donc on voit en fait notre référence, c'est la saison 2021-2022, avant la mise en œuvre de notre méthode. Donc on avait une moyenne qui est définie en traits pointillés et qui est la base de notre analyse de gain. Et on voit que dès la deuxième saison de chauffe, on arrive à obtenir déjà 20%, presque 20% de consommation sur le chauffage. Et lors de la saison 2023-2024, les actions mises en œuvre par l'exploitant n'ont pas été reconduites. Bon, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, mais en tout cas c'est comme ça. Et du coup, ça nous a valu une perte de gain, un gain quand même, de 10%. Et du coup, dans le cadre de la mission, moi je suis intervenu avec l'appui du cabinet Clardim pour demander à l'exploitant de vraiment mettre en œuvre les actions qui ont été, que j'ai présentées précédemment avec la petite croix rouge. Et du coup, on est arrivé en fin janvier 2024 à avoir environ 30% de gain sur le ratio de consommation de chauffage. Donc là, mesuré, et pas seulement estimatif. Oui, là, c'est de la mesure. Donc en fait, la slide qui suit, c'est la même courbe. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer en fait, les faits marquants et surtout vous sensibiliser sur le fait que des actions de conduite toutes simples, l'isolement de chaudière, qui dans ce cas-là qui n'était pas utile, puisque les besoins que j'avais estimés ne nécessitaient pas, en plein hiver, de chaudière. L'isolement de chaudière, le paramétrage de chaudière, la coupure de pompe, etc., mais en fait, a des actions immédiates sur la consommation. C'est quelque chose qu'on sait en général, mais que là, on mesure et qui se matérialise par une courbe très concrètement. Voilà. Donc, le deuxième indicateur, c'est la même chose, en fait, et je vais commencer par le feu marquant, puisqu'en fait, pour les besoins d'eau chaude, de mon point de vue, cette action de conduite, de paramétrage et de maintenance est peut-être encore plus impactant. Puisqu'en fait, c'est le ratio de consommation d'eau chaude sanitaire en période estivale. En période estivale, il n'y a pas de chauffage. Les besoins sont beaucoup plus réduits et la production de chaleur s'en retrouve souvent surdimensionnée.
voire même très surdimensionné. Donc la conduite a un impact beaucoup plus important sur les gains. Et là, on se retrouve avec 25% d'économie sur les consommations d'eau chaude sanitaire en période estivale, sachant que le poste d'eau chaude sanitaire représente environ presque 25% de la facture gaz. Donc c'est-à-dire on a un gain de 25% fois 25%. C'est ça. Donc là, le gain de 25%, il se mesure sur le petit début de courbe orange qui est au final la période estivale de 2024 par rapport au moins 22 que l'on a mesuré en 2023, sur la période estivale 2023. Passons au dernier indicateur, c'est la consommation d'énergie électrique. Alors j'aime bien cet indicateur parce qu'en fait c'est un peu l'image de la conduite de l'installation. Parce qu'en fait dans la chaufferie il y a des moteurs, il y a des brûleurs, il y a des pompes, etc. Et en fait on a un impact direct de démarrage sur le compteur d'énergie électrique que l'on voit. Là en fait ce sont les consommations journalières d'électricité qui sont mis bout à bout. Donc là il n'y a pas de, c'est sur presque 3 années consécutives. Donc on distingue dans cette courbe, sur cette courbe en fait on voit les périodes estivales où on coupe les pompes chauffage notamment, d'accord. Donc c'est les creux, on le voit en partie basse. Et on distingue aussi l'action qu'on a recommandée à l'exploitant et via le syndic, l'action de janvier 2024. On voit qu'il y a une coupure d'une deuxième chaudière et on voit le dernier pic avant le pic du mois de mai 2024. Ben ça c'est la coupure de la dernière chaudière. Donc ce poste-là il est vraiment intéressant puisqu'on mesure directement aussi la conduite des installations, les arrêts de chauffe, etc. Donc ça c'est via un compteur Linky qui était dédié à la chaufferie. On a pu récupérer les données de manière assez facile aussi. L'indicateur utilisé, j'ai trouvé pertinent d'utiliser de ramener les consommations électriques des usages en période de chauffe ou totale par jour de chauffage. Puisqu'on le verra sur la synthèse que les gains sont assez importants en termes de pourcentage. Donc le gain est de 25% sur le poste consommation d'énergie électrique totale de la chaufferie. Donc là c'est pareil. Donc pour la synthèse, alors reprenons le premier indicateur. Sur le poste chauffage, en fait aujourd'hui on arrive à un gain de 13% et non pas de 29%. Pourquoi ? Parce qu'en fait l'action d'économie d'énergie a été faite en cours de saison de chauffe, mais surtout au début de l'exercice 2024 où il y a eu un grand froid. Donc en fait, le 29% ne s'impacte pas encore sur l'intégralité de l'exercice. Tout de même, on arrive à récupérer 13% de gains sur l'exercice civil 2024 par rapport à l'exercice civil 2023, où il y avait déjà des gains que l'on a pu mesurer précédemment. Donc l'économie est d'environ 5 000 €, sachant que le prix du mégawattheure du cabinet Clair-Lim est très compétitif. Et donc, comme je vous le disais, la saison 3, qui n'est pas présentée, on va peut-être faire un petit teaser à la fin de la présentation, c'est que le syndic a voulu aller encore plus loin. Je ne l'ai pas indiqué dans le cadre de la présentation, c'est qu'il y avait un condenseur qui était à l'arrêt, qu'on n'a pas voulu remettre en service puisqu'il y avait un problème sur le moteur. Mais le syndic a voulu aller plus loin en remettant en service ce condenseur déporté à l'ancienne, comme cela se faisait dans les années 90, pour le plancher chauffant. Donc on verra après les gains qu'on a pu obtenir. On n'a pas voulu le remettre en service parce qu'on voulait respecter la philosophie de l'étude d'être sur des actions à coût zéro pour le client. Mais effectivement, du coup, il l'a poussé un peu plus loin pour reprendre son condenseur et récupérer encore de la performance sur l'installation. Donc le gain de 13%, c'est vraiment une consommation d'énergie évitée. On a ramené tout ça au DGU. On a ramené tout ça à la rivière hivernale. Pour l'eau chaude sanitaire, on retrouve le gain de 25%, qui représente environ 3 000 € pour la partie estivale, sachant que les comparaisons sont identiques puisque les saisons de chauffe étaient différentes. Il y avait plus de... l'intersaison 2024 était plus courte que celle de 2023. Mais donc les niveaux de consommation étaient environ de 4,5 mètres cubes, donc une baisse d'environ 30% entre la consommation de chaude sanitaire en période hivernale et par rapport à la période estivale, ce qui s'explique par les vacances. Et dernier indicateur, donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le nombre de jours de chauffe, je l'ai fait apparaître sur les 3 derniers exercices, et on voit qu'on arrive, malgré l'augmentation du nombre de jours de chauffe, on arrive quand même à faire un gain de 13% si on prend en compte la consommation d'énergie électrique en période de chauffe, ou si on prend en compte 25%, comme je le disais tout à l'heure, si on prend en compte la consommation d'énergie électrique totale annuelle. Donc c'est quand même intéressant de ce point de vue-là aussi.
la saison 3. La saison 3, donc, du coup, en décembre et en janvier dernier, le syndic a voulu aller plus loin. On a procédé au réglage des brûleurs parce que lors de cette mission, on a pu constater que les températures de fumée étaient trop basses. Donc il y avait un problème de condensation dans le corps du foyer, et ce qui altérait potentiellement les chaudières. Donc on a procédé à ce réglage-là. On a aussi procédé à un réglage, on a profité du déplacement pour aussi brider les chaudières. En vue de la réglementation existante sur l'arrêté PIC, qui en fait contraint les installations qui concernent les installations au-dessus d'un mégawatt. Donc en fait, on a bridé chaque chaudière à 500 kW, sachant qu'une seule chaudière aujourd'hui suffit pour assurer le chauffage et le chaude sanitaire par température extérieure même très rigoureuse. Donc cette intervention de paramètres au point a pu, on en a profité pour, il a été fait pour optimiser du coup le réglage des brûleurs, pour assurer la pérennité des installations, remettre en service le condenseur. Aujourd'hui, les gains que l'on peut estimer supplémentaires sont estimés à environ 2 à 5%. Pour conclure, en fait, cette démarche, j'ai essayé de la concevoir de la manière la plus simple possible et applicable pour tout immeuble en chauffage collectif, fonctionnant au gaz, et de manière à ce qu'elle soit aussi puisse être appliquée par des bureaux d'études, des exploitants. En fait, la mission, la méthode repose sur une chasse au gaspillage qui permet en fait d'identifier des actions simples de conduite, de maintenance, de réglage, de manière à éviter en fait les consommations inutiles. Il faut quand même bien se rappeler que les résultats qu'on a pu obtenir, c'est grâce à l'intervention de chacun, du syndic jusqu'à l'exploitant, en passant par le bureau d'études, GRDF, etc., l'agent de gardiennage. Il ne faut pas oublier tout ça, parce que c'est vraiment, vraiment important. Notamment quand on fait du suivi de consommation, on a besoin d'avoir une forme de réactivité sur toute cette chaîne. Donc c'est vraiment important. Cette mission aussi, elle permet également de faire un état des lieux sur les installations pour notamment fiabiliser, comme on l'a vu, avec le réglage des brûleurs, ou même remettre en service le condenseur. Elle permet aussi au syndic d'intégrer cette démarche dans une démarche encore plus globale sur la partie DTG, diagnostic technique général de l'immeuble. Et c'est aussi une première étape, et je commence à le voir sur d'autres immeubles auxquels je traite en études. C'est une première étape pour faire des travaux d'amélioration à plus ou moins long terme, des travaux d'amélioration au niveau de la GTC, avec la mise en place de GTC pour automatiser tout ça, puisqu'on a défini un nouveau fonctionnement de l'installation par rapport aux besoins réels de l'immeuble, et pour aller vers des étapes plus abouties, comme des solutions de rénovation avec hybridation ou pas. Voilà. Héloïse, je te passe la main pour la conclusion. Merci beaucoup. En effet, donc on a vu au travers de cet exemple qu'on arrive à faire des gains, des économies d'énergie assez représentatifs avec ce type d'opération. Donc 25% sur le chaud sanitaire, 25% sur la consommation électrique, jusqu'à 30% sur le chauffage. Plus largement, comme d'autres structures qui peuvent proposer ce type de mission d'assistant à maîtrise d'exploitation, on estime en moyenne que les gains peuvent tourner autour de 20% d'économie d'énergie. Alors évidemment avec des disparités en fonction de l'installation en place, mais en moyenne c'est un chiffre qui est tout à fait représentatif. On voit aussi que le fait de proposer ce type de démarche, c'est le premier pas vers une démarche de rénovation du bâtiment. Ça permet de bien connaître l'installation en place, de la maîtriser et du coup d'être plus efficace si jamais on veut mettre en place des opérations, des travaux qui là vont nécessiter des coûts d'investissement, voire travailler sur une rénovation globale du bâtiment. Ça permet d'avoir un premier état des lieux qui est réalisé. Pour tout ça, GRDF vous accompagne, vous, bureau d'études, maître d'ouvrage, pour vous aider à travailler sur l'efficacité énergétique de vos chaufferies, de vos bâtiments. Alors au travers de plusieurs outils que vous voyez présentés ici, une infographie assez simple plutôt destinée aux maîtres d'ouvrage pour les sensibiliser sur cette thématique. Un guide dont vous a parlé Nicolas tout à l'heure sur l'optimisation du chauffage collectif au gaz que vous pourrez retrouver sur le stand de CJBAT dans le premier hall.
Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, également un autre guide sur la rénovation, donc rénover sa chaufferie collective. Alors, c'est des outils qui sont adaptés aux bâtiments résidentiels et tertiaires. Sur l'optimisation de chaufferie, on est sur des choses qui sont similaires. Nous avons également une offre d'accompagnement, donc de maître d'ouvrage bureau d'études, sur cette optimisation de chaufferie collective avec un accompagnement technique qui va être mis à disposition par nos ingénieurs efficacité énergétique sur la France entière et des contributions financières qui peuvent être possibles également. Et également sur la partie rénovation, travaux de rénovation des chaufferies, selon le projet, encore une fois, une offre d'accompagnement financière peut être proposée. Donc je vous encourage à vous rapprocher de votre interlocuteur privilégié ou à venir nous voir sur le stand de CGBAT dans le Lot. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, tout à fait. Bonjour à tous, je me présente, Ahmed Elouari, société AW, société de gestion patrimoine. J'avais juste une question sur, on parle de coût zéro, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'interventions du mainteneur sur site. Et je me posais la question, y a-t-il néanmoins des surcoûts côté exploitation, déplacement sur site, des éléments complémentaires, une mise à jour, un avenant au niveau du contrat de maintenance? Est-ce qu'il y avait des coûts, des OPEX un peu derrière plutôt que du TRI 0 CAPEX? Effectivement, c'est une bonne question. La démarche se veut à coût zéro pour tout le monde, pour la copropriété comme pour l'exploitant. Ça, c'est quelque chose auquel moi personnellement je tiens, puisqu'on n'est pas là pour chambouler leur fonctionnement, mais c'est plutôt pour les accompagner et leur montrer que peut-être qu'ils auraient moins de problèmes à gérer si on conduisait les installations de manière plus efficiente. Tout de même, la visite se fait avec l'exploitant une fois et on se cale sur leur périodicité de visite pour accéder aux chaufferies. Après, on peut déroger à cette règle en fonction, je dirais, de certains cas. Mais non, il n'y a pas de surcoût sur la partie maintenance, hormis les surcoûts que l'on peut avoir de remplacement d'équipement, mais qui sort totalement du fonctionnement, de cette mission, voilà, en cas de défaillance d'équipement. Mais le but, c'est vraiment que ce soit à coût zéro pour tout le monde. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Alain Fabrega, je suis au conseil syndical de MacoPro et je me posais la question là pour l'arrêté PIC, là j'ai pas bien compris parce qu'effectivement cet arrêté il était prévu au départ à 2 MW et puis là il nous embête un petit peu avec le 1 MW. Et dans MacoPro j'ai 2 chaudières de 600 et une production de ECS, parce que je sais pas quelle est la solution qui vous a été proposée, mais nous on avait fait de l'ECS décentralisé avec un chaude à gaz de 150 kW, donc on se retrouve un peu coincé. Donc je voulais savoir comment vous êtes passé en dessous de 1 MW. En fait, ce que j'appelle la saison 3, c'est-à-dire la saison qui n'appartient pas réellement à cette mission, puisque là, on a dérogé à la règle, parce que la mission était réputée terminée. On a voulu mettre en service le condenseur. Et donc, pour remettre en service le condenseur, il fallait remplacer le moteur du ventilateur, tout simplement. Il est à l'arrêt depuis 10 ans, je le précise. Par rapport à ça, en fait, dans le cadre de cette mission, à un moment donné, on commence à estimer les besoins réels du bâtiment, notamment avec l'appui de GRDF. J'insiste parce que c'est vraiment, ils ont des informations vraiment précieuses à nous partager. Et en fait, j'ai estimé vraiment les besoins des installations et une seule chaudière suffisait par grand froid. Donc par rapport à ça, j'ai pu voir qu'on était en dessous de 500 kW et j'ai demandé au metteur au point de brider chacun des brûleurs en fonction des caractéristiques techniques des brûleurs et des chaudières. Donc on était dans les normes et dans les recommandations de chaque constructeur, chaudière en fonte et brûleur à air soufflé. Donc on a bridé chaque chaudière et on a isolé une chaudière puisqu'une seule suffit. Et le but c'est qu'à terme, on trouve une solution automatisée pour basculer d'une chaudière à l'autre en cas de secours et puis pour homogénéiser les temps de fonctionnement. Mais donc en fait, effectivement, depuis quelques années, le seuil est descendu de 2 à 1 MW. Et je trouve que cette mission et cette démarche est pertinente pour
non pas s'affranchir de la réglementation, mais pour optimiser, pour avoir plus conscience des besoins réels de l'installation. Et du coup, auquel cas, vraiment faire les dépenses de fonctionnement qui sont vraiment pertinentes par rapport à ça. Quand j'avais posé la question au CJBAT, on m'avait dit que c'était quand même la plaque de la chaudière qui faisait référence, donc le bête de bride et le brûleur n'était pas pris en compte. Alors, de mon point de vue, il faut prendre en compte la puissance du brûleur, mais on a fait un PV par le metteur au point qui est agréé qui dit que le brûleur, sa plaque cinétique, c'est plus 600 kW, mais c'est 500. Voilà. Donc ça, je tiens à préciser que j'ai contacté un bureau de contrôle. Je pense que la démarche mérite d'être partagée avec les autres bureaux de contrôle. Ce n'est pas de leur confier d'autres missions, mais c'est de leur confier les missions qui soient pertinentes par rapport aux besoins de l'installation. Donc là-dessus, on a fait notre investigation et on n'a pas de problème avec ça. En tout cas, j'ai eu l'accord du syndic pour le faire. Et donc c'est bien une revue de la plaque signalétique, hein. C'est après passage metteur au point. Donc c'est bien la plaque signalétique qui fait foi. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? On me faisait signe que c'était terminé, mais après on est dispo juste après, hein. On a encore le temps pour une? Non? On s'arrête là. Donc bah écoutez, on va la prendre après. Ah, non, si, c'était bon? Allez, une dernière. Une dernière et après on est dispo. Je vais faire rapide. Vous avez travaillé du coup sur la production. Est-ce que vous avez aussi travaillé sur les réseaux et les émetteurs? Alors, les émetteurs, c'est du plancher. Difficilement, les trames de chauffage étaient partagées entre plusieurs appartements. C'est un bâtiment qui date des années 60, donc on n'est pas allé sur ce terrain-là. Et les actions d'équilibrage, de toutes les manières, on a considéré dans cette mission, dans cette démarche, on a considéré que c'était plus simple de ne pas le traiter. Bien que, je ne suis pas en train de dire que l'équilibrage n'est pas une solution d'amélioration énergétique, mais c'est dans le cadre de cette démarche, on reste à équilibrage constant. Parce qu'il faut bien se donner des limites à un moment donné. Et pour la partie régulation, oui, on a, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais on a intervenu sur le paramétrage du réseau de chauffage. D'ailleurs, j'en profite, on a mis en place des températures de réduit sur des planchers chauffants. La profession généralement dit que ça ne sert à rien de faire des réduits sur le plancher chauffant. On l'a fait. Il faut juste le faire sur des créneaux horaires qui soient adaptés au principe d'émission de chauffage. Donc d'une certaine manière, on a un peu agi sur l'émission de chauffage. Oui. Voilà. Il nous reste à vous remercier pour votre participation, pour votre écoute active et puis pour les questions très pertinentes qui nous ont été posées. Merci à tous et une bonne fin de salon. Merci.